Et le meilleur moyen pour lutter contre les adventices, pour fertiliser les sols, c'est effectivement d'avoir de l'herbe, en l'occurrence des légumineuses, par exemple comme la luzerne, le trèfle, le sainfoin, etc. Cette herbe, on en fait quoi? Messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il y a un petit générique auquel je ne suis pas encore habitué, qui m'a un peu coupé la chic. Heureux de vous retrouver pour cette 23e émission de C'est dans le sol que vous connaissez tous et toutes. Enfin, j'espère, émission toujours produite par la toujours indispensable coopérative Rhizobium. Nous sommes donc le mardi 25 octobre de l'an de grâce 2022. C'est le 298e jour de l'année, un jour qu'il faut fêter car c'est le jour où a priori on a gagné la bataille de Poitiers en 732. C'est le jour où Louis VII le Gros a été sacré roi. Louis XV aussi, c'est aussi le jour où nous avons pris une belle tannée à Azincourt. Pourquoi je cite Azincourt? Azincourt par temps de pluie, dernier roman du merveilleux Jean Telet qui est mort la semaine dernière. Je tenais à lui rendre ce petit hommage. Après avoir écouté le mois dernier avec attention l'historienne Céline Pessier qui nous a narré l'histoire des sols vivants, en tout cas l'histoire des sols vivants dans notre tête et qui nous a montré à quel point il y a une grande parenthèse qu'on peut appeler les 30 ou les 40 glorieuses, peut-être même les 50 glorieuses. Elle nous a montré que voilà, la conservation des sols, l'agroforesterie, tous les sujets dont on parle depuis une dizaine d'années, mais en fait, on ne les a pas inventés. On en parlait déjà dans les années 30, on en a reparlé dans les années 50, et puis après, pouf, on a tout oublié. Cette émission était la première d'une nouvelle saison, voilà, la saison 3 qui va vraiment prendre sa vitesse de croisière ce soir, avec une première parole donnée aux agriculteurs. Cette saison 3 sera entièrement consacrée aux agriculteurs qui vont nous dire à chaque fois comment ils et elles perçoivent les sols. Je vous invite également à lire voilà, les portraits que j'ai pu réaliser l'an dernier de ces mêmes agriculteurs à qui j'ai demandé plein de choses sur les sols et l'eau et leur métier. Ces portraits sont disponibles sur sur le site de Media Aiwa, media.aiwa.fr. Le lien devrait être noté sur le chat au moment où je vous parle. Vous trouverez également le replay, enfin la rediffusion, comme il faudrait dire, de l'émission avec Céline Pessy du mois dernier en allant toujours sur mediaaiwa.fr. Il y a même un petit texte décidément qui emballe tout ça. Et donc, deuxième numéro de cette saison 3, premier numéro de cette saison 3 entièrement consacré non pas à un, mais à deux agriculteurs. Il se trouve qu'en plus, ils vivent ensemble, ils sont même mari et femme, Annie et Michel Valette. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien, oui. Est-ce que la diffusion est bonne? Est-ce que rien n'est saccadé? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, parfaitement. Bon, nous, on a peut-être un petit peu de soucis, il y a un tout petit peu d'écho, je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Oui, on peut vous considérer comme des pionniers du bio. Vous y étiez dès 91. Vous avez fait partie des gens, voilà, qui ont réouvert qui ont refermé cette parenthèse au cours de laquelle, cette parenthèse très longue, on n'a plus parlé de rien, on n'a plus parlé des sols, on n'a plus parlé de bio. Voilà, grâce à vous, c'est revenu. Mais au départ, vous n'en étiez pas, vous étiez éleveur de biquettes. Je ne sais plus où d'ailleurs, j'ai perdu, je n'arrive pas à me relire dans mes notes. Voilà, vous faisiez, voilà, dans les monts du Forez, près d'Ambert, c'est ça. Un mont du Forez où il ne fait pas toujours très chaud, où la lumière n'atteint pas toujours le sol, je plaisante. J'ai fait un reportage il n'y a pas si longtemps, on a eu du mal à trouver de la lumière pour la caméra, mais ce n'était pas le cas. Donc entre 1000 et 1400 mètres, un élevage caprin en zone de montagne, vous avez démarré comme ça, Michel et Annie. Vous pouvez parler à deux en même temps, si vous voulez. Oui. Oui, on a Racontez-moi ça, votre installation là-bas et pourquoi faire de la chèvre? Alors, pour compléter vite fait le départ de la petite histoire, c'est qu'on était au lycée ensemble et qu'on est parti sur un choix de vie
en Auvergne. Et on a démarré comme ça avec quelques biquettes. Mais alors, pourquoi l'Auvergne et Dune? Et ensuite, pourquoi les biquettes? Ça ne vient pas à tout le monde l'idée de se dire, je suis en fac, je vais faire des biquettes en Auvergne. Je suis complètement par envie de vivre autre chose que de vivre à Paris. Et on a décidé déjà de rénover. À l'époque, des maisons étaient très peu chères et en ruine. Et on a déjà commencé à retaper une maison. Et ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire? Et voilà. Et on est parti sur l'agriculture, parce que c'est quelque chose qui plaisait bien, et l'élevage. Et c'était nettement plus abordable de démarrer avec quelques biquettes et envie de faire des fromages. Et ce que l'on a fait pendant 11 ans. 11 ans, d'accord. Voilà. C'était où exactement, l'Auvergne, dites-moi? Je vais faire comme si je connaissais l'Auvergne par cœur. C'était où? Les monts du Forel. C'est grand. La région d'Ambert, mais en fait, c'est le dernier massif qui sépare de la vallée du Rhône de Saint-Étienne. En fait, on est d'un côté sur l'Auvergne et de l'autre côté, on est sur la région Rhône-Alpes. On est à cheval entre les deux. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on est très excentré. On est à 90 km de Clermont, alors qu'on est à peine 70 km de Saint-Étienne. De Saint-Étienne. De Lyon. Donc, c'est la petite montagne. On ne peut guère faire que ça, que de l'élevage, je suppose. On peut pas produire grand-chose. En fait, anciennement, là où on était, la commune de Valtilière, c'était le grenier à grains d'Ambert. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas la mécanisation, la plupart des terres étaient travaillées et on y faisait des céréales et des pâtes. Et de quoi nourrir le cheptel avec des prairies. Mais dès qu'il y a eu la mécanisation, bien évidemment, tout ça, ça a changé. Et aujourd'hui, il ne se fait plus de céréales là où on le dit. D'accord. Les caprins, c'est quoi comment dirais-je? Pourquoi choisir des chèvres? C'est parce que c'est pas cher? C'est parce que c'est affectueux? C'est parce que ça mange tout voilà, ça vit tout seul? Pourquoi les caprins? Parce que c'est un animal, d'abord, c'est un animal qui est sympa, qui est facile, qui est délicat, mais si on s'en occupe bien, c'est pas trop un problème. Et c'est surtout un investissement relativement peu important pour des gens comme nous qui n'avions aucun patrimoine agricole. C'était facile et il ne faut pas beaucoup de terre. Et si on se débrouille bien, qu'on arrive à faire du lait, qu'on valorise bien le fromage, c'est moyen de commencer à pouvoir avoir un peu de capital et puis s'équiper au fur et à mesure, etc. Oui, on a démarré avec 10 biquettes. 10 biquettes et vous avez fini avec combien de biquettes? Non, on peut rester à 40 maximum. 40 maximum. Parce que les tables n'étaient pas très, très grandes. Et puis, bien valorisées en fromage, c'était très bien pour deux. Hormis le fait que dans cette zone-là, les structures agricoles étaient très, très mauvaises, très morcelées, très compliquées, etc. Hormis les aléas climatiques aussi, il n'empêche que ça nous permettait quand même, il y avait très peu de charges, et donc ça permettait quand même de dégager un revenu déjà qui était assez correct pour l'époque, avec quelques chèvres. Oui, puis en plus, vous me disiez en préparant cette émission, cher Michel, qu'une chèvre, ça produit beaucoup, beaucoup de lait, plus qu'une vache, et donc finalement, ça peut se révéler rentable. Alors, on va remettre les choses plus au clair, on va dire qu'une chèvre, eu égard à son poids, produit 20 fois son poids, ce qui n'est pas le cas d'une vache. Mais oui, parce qu'une chèvre est capable de faire jusqu'à 1000 litres de lait, et elle fait 50 kilos, donc voilà, et une vache, elle est incapable de faire ça, même la meilleure des vaches, elle n'y arrive pas. Hein. Pourquoi s'emmerder avec des vaches pour faire du lait? Des animaux très performants. Voilà. D'accord. Alors pourquoi s'emmerder avec de la prime Holstein, alors, j'ai envie de vous dire? Oui, mais en zone de montagne, avec des bons pâturages l'été, en zone de transhumance l'été, on avait des bons résultats, très bons résultats. D'accord. Bon, et à cette époque, vos chèvres n'ont jamais vu le loup, je suppose? Non, il n'y avait pas de loup. Les seuls loups, c'était les Auvergnats, mais sinon, après, il n'y avait pas de loup. Alors là, on était en quelle année? Vous aviez démarré ça en quelle année? Les années 75 à 86. 75 à 86. À cette époque, on parlait du bio ou c'était le fait de hippies post-68 arts? On était comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire, vous en faisiez sans le savoir? Voilà, on en faisait en quelque chose sans le savoir.
À ceci près que, par contre, on ne faisait pas notre alimentation au niveau des céréales, il n'y avait que ça qu'on achetait. Mais après, on n'utilisait pas d'intrants du tout. On faisait que de l'herbe, que de l'herbe et que de l'herbe. On est les vivre en autarcie et on était vraiment dans ce système-là. Ouais, ce système, hein, on achète 3 fois. D'accord. Donc, vous étiez en bio sans le savoir, mais mine de rien, vous achetiez quand même des intrants à l'extérieur, voilà. Enfin des céréales. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir dans le Tarn, hormis des questions personnelles qui n'ont rien à faire ici, mais tout d'un coup, vous êtes décidé à partir dans le Tarn. Il y a eu une raison agricole, agronomique, que sais-je, une raison qui peut intéresser nos amis qui nous regardent ce soir? Ben, concrètement, en 84, notre premier enfant est né. Ah bah oui. Et donc déjà, à partir de 2-3 ans, on s'est posé la question de l'avenir pour lui et de la suite, parce qu'il n'y avait pas d'école. Ah. Il n'y avait pas d'école. Ouais. Donc, c'était loin pour descendre en Berre, ça faisait 25 km. Il n'y avait que des personnes âgées. Et puis, nous, on commençait à s'épuiser sur le petit morcelage des petites parcelles qu'on avait un petit peu acquises, qui étaient en arbre. Et on s'épuisait à transhumer, à courir partout. Et on s'est dit, bon, on a 30 ans, si on veut partir et changer de région, a priori, c'est maintenant, avant de vraiment perdre nos énergies dans voilà. L'idée, c'était de changer, d'améliorer la structure et de changer notre qualité de vie. Voilà. C'est pour ça que, du coup, si on part pas tout seul. Ouais. Et notre objectif, c'était plutôt de s'orienter vers une agriculture de groupe. Voilà. C'est-à-dire s'associer pour, afin de dégager du temps, d'être malade, etc., etc. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce que j'entends là, c'est ce que disaient des agriculteurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui disaient, comme vous, on en a marre d'aller d'une parcelle à l'autre, on ne gagne pas notre vie, on est assujetti. Voilà, tout ça a justifié le remembrement à l'époque et puis cette révolution agricole au lendemain de la guerre. Vous disiez, Michel, on avait presque envie c'est peut-être un lapsus, on avait envie d'être malade. En fait, vous aviez envie d'avoir le temps d'être malade, c'est ça? C'est ça, ouais. D'avoir une qualité. Oui. Alors pourquoi avoir choisi le Tarn? C'est le hasard? C'est quoi? Une opportunité foncière? On est parti pour faire un GAEC avec donc un autre couple de gens qu'on avait bien sympathisés et qui avaient déjà une petite fille aussi de 3 ans. Et qui avaient des chèvres aussi. Ouais, voilà. Donc, on avait beaucoup de points communs et on s'est dit, si on part ensemble et qu'on essaye de faire une agriculture un petit peu moins contraignante, ce serait une bonne solution. Et on a cherché partout. À l'époque, la FAFER avait des exploitations en stock. Et on a cherché en Dordogne, en Charente, dans la Creuse, partout. Et en général, il y avait une seule maison et le but était quand même de trouver et de s'installer sur 2 maisons pour l'exploitation. Donc, on a fini par trouver dans le Tarn. Et c'est le hasard de la recherche qui a fait qu'on est là, qu'on était dans le Tarn. Ouais. Donc, vous êtes installé au lieu dit en Banquet, c'est ça? Voilà, enfin, c'est quand même un nom qui porte beaucoup d'espoir. On est en Banquet entre, Puylaurens, Castres et Gruyère, c'est ça? Gros, là, j'arrive jamais à le dire. Ouais. Castres et Lavore plutôt. D'accord. Et là, vous avez gagné en qualité de vie, notamment en arrêtant le lait. Donc, les chèvres, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, les traire, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'on a fait 5 ans d'agriculture de groupe, et c'est plus les limites de l'agriculture de groupe qui nous ont entraînés. Nous, on avait dit on ne continuera pas le lait si on ne travaille pas à plusieurs. Ouais. Et donc, du coup, au bout de 5 ans, comme il y avait des problèmes dans l'association, on a dit on arrête, et à ce moment-là, on arrête le lait. D'accord. Et pour faire quoi, du coup? C'est ça. C'était la question. Alors, qu'est-ce que vous avez donc fait après avoir arrêté la biquette? Vous êtes on était parti dans un système de développement quand même assez
productivisme, entre guillemets, bien qu'on faisait beaucoup d'herbes, parce qu'on avait beaucoup de chèvres. Hein. On avait 220 chèvres à la traite, donc on faisait beaucoup de lait, beaucoup d'herbes, et on transformait tout en fromage à nouveau. Donc ça faisait du gros boulot. Donc à force de mener ce grand régime agricole très actif et très machiné, etc. C'était loin de notre schéma de départ. C'était pas ça notre idée au départ. Notre idée, c'était d'améliorer la qualité de vie, mais pas d'arriver dans un truc où on s'en sortait. Là, par contre, les charges, on en avait vraiment, parce qu'on avait acheté la ferme, acheté les terres, acheté du matériel, construit un bâtiment pour toutes ces chèvres, etc. Du matériel, une station de traite et une fromagerie. Et tout. Donc, finalement, au bout d'un moment, on a dit, bon, on arrête cette activité-là, et voilà. Et on a eu la chance d'avoir dans la CUMA où on était, quelqu'un qui était agriculteur bio et qui nous a contaminés, qui a dit, mais arrêtez, il faut arrêter ce bazar et se lancer dans d'autres productions. C'est comme ça qu'on a arrêté et qu'on s'est remis en cause. Et pendant, on avait les terres à cultiver et à continuer de travailler. De toute façon, on avait des engagements financiers, donc on allait suivre. Ouais. Donc on a vendu le cheptel et tout. Le gars il en avait suffisamment de trésorerie, donc c'est pas trop un problème. Et du coup, là, après, on s'est lancé sur, à l'aide du collègue qui nous a aidés, hein, et ben on s'est lancé sur la farine et j'ai construit un moulin à farine, une première meunerie. Voilà, donc ça c'était. Alors attendez, ça c'est à quelle époque? 91. C'est ça, 91. Donc là, vous devenez meunier et boulanger aussi? Non. Disons on partait du blé, on transformait en farine avec le moulin. La liaison est très mauvaise. Ensuite, on a développé qu'est-ce qu'on allait faire avec comme transformation pour pouvoir en vivre. Donc, après, il y a des boulangers qui étaient intéressés pour avoir la farine et faire le pain. Et puis de la farine, moi j'ai développé un atelier de pâtisserie bio en bout de chaîne. Et on allait de A jusqu'à Z, du blé au gâteau. D'accord. Alors pourquoi la pâtisserie et pas Annie, pourquoi la pâtisserie et pas la boulangerie? Pourquoi faire des gâteaux et pas du pain? J'ai fait un stage pain, j'ai fait tout ça et ça m'a pas passionné parce qu'il y avait déjà beaucoup de pain partout et moi je préférais partir sur une branche plus particulière et être sur la pâtisserie qui me permettait d'avoir un travail plus passionnant, plus diversifié avec tout ce qu'on avait sur la ferme et utiliser un maximum de nos productions et de jouer avec les saisons. Donc, c'était très varié. D'accord. Donc, vous produisiez des fruits aussi, je suppose, pour animer une pâtisserie. On fait beaucoup de haies avec des fruits. D'accord. Voilà, ça permettait de valoriser au maximum, quoi. Voilà. Les orties, les potirons, tout y passait. Et à côté de ça, il y avait un troupeau de bovins allaitants qui rentrait dans notre système de production. D'accord. Puisque à la fois on faisait de l'herbe, et à la fois on faisait des céréales pour alimenter le moulin, pour alimenter la pâtisserie. Et on ne faisait pas que de la pâtisserie, on faisait du sucré et du salé. On faisait tout ce qui était briocherie, viennoiserie, etc. D'accord, donc vous faisiez une polyculture élevage en contrôlant toute la chaîne. Voilà. Oui. Parce qu'on vendait de la viande aussi, on vendait les veaux en piécettes. Voilà. C'est là notre force après notre indépendance, parce qu'on diversifiait, s'il n'y avait pas un produit qui marchait bien, il y avait tous les autres qui étaient à côté. D'accord. Et dès cette époque, dès 91, vous étiez en bio? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi bio? À cause de votre voisin qui vous a contaminé ou parce que Monsieur Jourdain s'est rendu compte qu'il faisait déjà du bio, qu'en fait vous aviez déjà tout acquis? Le parcours qu'on avait fait à la montagne, plus après le parcours plus productiviste dans lequel on s'est lancé avec les chèvres, on s'est dit bon, il n'y a pas de problème, on va arrêter ce système-là et on va repartir. En plus, on était bien accompagnés, donc voilà, on avait des raisons
vraiment des raisons, nos convictions, plus de la réalité de terrain, plus accompagnement, voilà, c'est bien quoi. D'accord. Le partage, l'échange avec ce voisin. Ouais. Et pourquoi avoir fait tout de suite de la polyculture élevage? Parce que c'est forcément du bio. Alors, quand on est en bio, on fait de la polyculture élevage parce que vous étiez déjà éleveur auparavant. Parce que tout le monde n'a pas fait cette conversion-là. Certains ont fait de la culture en bio ou de l'élevage, mais pas forcément les deux à cette époque. Ouais. C'est un système complet. C'est le système complet de l'agriculture bio. En fait, l'idéal, c'est qu'il y ait de l'élevage dedans, quoi. Il n'y a pas de problème. L'équilibre de la ferme. L'équilibre de la ferme, il passe par là, quoi. D'accord. Le fait de passer sur un troupeau de bovins allaitant, on supprimait le problème de la traite. Et donc, tout en ayant la présence des animaux, on allégeait quand même considérablement le travail, quoi. D'accord. Quand vous parlez d'équilibre, pour nos amis, ça veut dire quoi, équilibre? Nos amis qui ne sont pas dans l'agriculture, pourquoi l'élevage équilibre le système de culture en bio? Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Annie, peut-être. Bien, on revenait au système très ancien des fermes de nos ancêtres, avec dès qu'on a une partie bête, une partie transformation de l'herbe, des blés, farine et produits, et aller au marché vendre des produits de la ferme. On était retour au système le plus simple, mais qui équilibre la ferme, c'est-à-dire que il y a toutes les facettes de la ferme sont exploitées. Michel? Mais il y a aussi que le système de cheptel, il ne couvrait pas les 50 hectares, mais déjà, il ramenait un petit peu sur certains sols, par exemple sur certaines parcelles, où par exemple, des parcelles on faisait du maïs qui est assez gourmand en azote, donc on ramenait le fumier là, etc. Après, c'est dans la rotation, c'est pas que de l'herbe, c'est aussi cultiver des plantes qui ramènent de l'azote, donc des légumineuses, des légumes secs, comme les lentilles, comme les pois carrés, voilà, on faisait des légumes anciens, voilà. Alors, on va y venir sur la rotation, mais l'élevage, en fait, avec tout cela, vous n'importiez aucun fumier, aucun lisier, rien du tout. Tout était issu de la digestion de vos vaches. Voilà, ouais. D'accord. Aucun apport extérieur. Le plus compliqué, c'était de ne pas avoir. On voulait que la ferme soit autosuffisante. C'est-à-dire que le cheptel, parce que finalement, c'est le meilleur système. On est dépendant de rien. Les vaches, elles se nourrissaient à partir de tout ce qu'il y avait sur la ferme. Et nous, on valorisait tout ce qu'il y avait sur la ferme avec les moyens de la ferme, tout simplement. D'accord. Ce n'était pas une autonomie économique, c'était une autonomie dans le fonctionnement de votre ferme. Voilà. Il fallait que la ferme, elle s'autonomise elle-même. Elle produise le matériel elle-même, hormis le carburant. D'accord. Notre force et notre indépendance. D'accord. Du blé dans le champ, mais des fruits, des orties, des potirons, pour aller jusqu'aux produits transformés, farine pour les boulangers, et pâtisserie avec sucré salé et jusqu'au confiture. Alors, pour vivre en autonomie en matière organique, on va dire, il vous a fallu combien de vaches sur vos 50 hectares? On n'avait pas assez de vaches. Hein. Ah, vous n'aviez pas assez de vaches? Oui. Non, il m'a fallu au moins le double. On en avait une douzaine. Hein. Bon, voilà. Alors, oui, mais vous m'avez dit que c'était suffisant en termes d'apport en matière organique. Non, ce n'était pas suffisant. C'était un mal. Et les veaux Oui, après, il y avait toujours une vingtaine de bêtes tout le temps, mais ça ne suffisait pas. D'accord. Donc, vous importiez du compost ou du fumier? Ouais, des fois, on arrivait à avoir, chez des voisins, en face de nous, il y avait des chevaux, donc on compostait. Mais bon, ça faisait pas assez quand même, de toute façon. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où, comment dirais-je, il vous aurait fallu 2 fois plus de vaches. Mais alors, pourquoi vous ne l'avez pas prises? Parce que vous n'auriez plus assez de culture derrière, vous n'aviez pas assez de surface. Comment on calcule cet équilibre? Où est-ce qu'on le place? Il a fallu agrandir les surfaces. Hein. Ouais, et vous ne pouviez pas. Et puis on ne souhaitait pas parce qu'il fallait faire un autre bâtiment, c'est pas notre choix.
On n'a pas D'accord. souhaité. Je demandais le double de gâteau, le double de tas de D'accord. trucs. Et nous, on voulait Nous, on voulait rester pas. On voulait à pas. une échelle humaine. Voilà. D'accord, oui. Donc, la polyculture élevage, c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver entre agriculture et élevage, si je comprends. Ouais, bien. en fait, le problème, c'est surtout c'est surtout maîtriser en bio, c'est maîtriser le salissement des parcelles, c'est-à-dire éviter un salissement trop important. Le Et salissement, ensuite, Michel, définissez-le, pardon. Oui. le fait qu'il y ait des adventices, quoi, voilà, des Les mauvaises mauvaises herbes. herbes, allez. Voilà, Ouais. oui. Voilà, et d'un autre côté, avoir des sources d'azote qui vont permettre d'avoir des rendements de blé quand même corrects et de qualité, et des blés de qualité, parce que pour faire de la bonne farine, il faut des blés riches en protéines, donc il faut qu'ils aient à manger. Donc, voilà, il faut essayer de faire le mieux possible. Donc, on n'est pas parfait, mais est-ce qu'il vaut mieux pas être pas parfait, mais déjà bien travailler ses sols, bien valoriser l'azote le plus qu'on peut faire par la ferme, que d'aller chercher à perpète de l'azote à l'autre bout du monde ou je sais pas quoi. Et à mon avis, économiquement, c'est pas valable. D'accord. De toute façon, c'était pas notre objectif. J'ai bien compris. L'objectif, c'était l'autonomie, d'une façon ou d'une Voilà. autre. Voilà. OK. Et autonomie basée également sur une rotation très longue, Voilà. Michel et Annie, qui durait, j'ai compté 8 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, grosso modo, c'est ça, ouais. En sachant qu'après, il y a des années où on était obligé de, suivant le salissement, d'intervenir des fois plus vite, repasser des prairies plus rapidement parce qu'on était gêné par l'herbe ou par les conditions météo qui n'étaient pas favorables ou des choses comme ça, ou certaines années on se plantait, ben, ça arrivait, quoi. Mais voilà. Mais sinon, oui, on essaie de tourner le plus longtemps possible, quoi. Alors, vous commencez par quoi? Typiquement, caricaturalement, une rotation chez les Valettes, ça démarrait par quoi? Et ensuite, c'était quoi? Et ça démarrait par, bon, nous, on avait des terres argilo-calcaires, donc des terres à fort potentiel, donc qui étaient capables de produire de la luzerne et du blé. Seulement, elle avait un gros problème, c'est que c'est des terres qui sont difficiles à travailler et qu'il faut travailler au bon moment. Et des fois, le bon moment, c'est pas toujours évident. Donc, il y a des créneaux qui le permettent, puis d'autres qui le permettent pas. Les aléas climatiques sont là pour le prouver. Et donc, nous, on démarrait par des luzernes qu'on implantait en général sous couvert de céréales, c'est-à-dire on les semait dans une céréale la première année. Et puis après, en même temps, voilà. Donc, et puis après, on les exploitait pendant 3 ans minimum. Donc, en fait, ça veut dire que la parcelle était déjà, pendant 4 ans, elle était déjà en présence de luzerne. Voilà. Et puis après, derrière, on mettait du blé. Et puis derrière ces blés, ben, on repartait une autre légumineuse, par exemple des lentilles quand on en faisait, ou des pois carrés. Et après, on repassait à nouveau du blé, voire éventuellement une parcelle sur laquelle on mettait du fumier, on passait un maïs. Et puis, hop, on repassait à nouveau une luzerne derrière au bout de 3-4 ans et ça partait. Ah oui, c'est long quand même. Ben, le but c'est que c'est long, mais la luzerne, notamment la luzerne, l'avantage c'est qu'elle fait de l'azote dans le sol et puis elle travaille avec ses racines comme elle descend très profondément et qu'elle gratte la tête des Chinois de l'autre côté. Elle travaille le sol en profondeur et elle donne des structures de sol excellentes. Donc voilà, en fait, ce qu'on voulait, c'est avoir des structures de sol de bonne qualité, quoi. Surtout sur des parcelles. Oui, vos sols étaient donc couverts, ou en tout cas laissés à nu le plus longtemps possible au cours de l'année. Ah, mais c'était couvert, oui, le plus longtemps possible, oui, bien sûr. Ouais. Donc vous faisiez presque de la conservation des sols, comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Aussi. Voilà, ouais, bon, c'est pas toujours évident. Hein, pas toujours évident. Vous m'avez parlé du pois carré. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, le pois carré? Le pois carré, c'est carrément bon. Ah oui, oui, c'est facile. Vous en avez une autre comme ça? Un slogan, déjà. Ouais. C'est une vieille légumineuse qui se cultivait avant dans le Tarn, mais qui se cultive dans d'autres régions. En fait, c'est une variété de gestes. Voilà. Ouais. Et ça ressemble, c'est un pois qui, au lieu des troncs, est un petit peu, il n'est pas vraiment carré dans le sens de carré de l'hypoténuse, mais il est un petit peu tapoté de chaque côté, il est un peu difforme. Et voilà, et c'est un très bon précédent culturable et ça amène beaucoup d'azote. Et c'est une plante très rustique. Très rustique. Voilà. Sécheresse, humidité. Voilà. Et juste pour dire que quand on a commencé à
qu'on a retrouvé cette semence et qu'on a commencé à la cultiver, il y a un de nos voisins en face de chez nous qui, quand ça s'est mis à fleurir, il m'a téléphoné, il m'a dit « Oh putain, mais oh, voilà, t'as semé du poicaré !» Et en fait, en fait, dans tous les jardins, il y en avait par là. Et ce qui fait que pendant quelques années, on a distribué du poicaré à tas de personnes du troisième âge, des anciens paysans, pour qu'ils le remettent dans leur jardin. Ils en faisaient tous un petit peu. Voilà. Vous êtes devenu le conservateur botanique du poicaré, vous et vos voisins. On en mangeait quand on était petit. Voilà, ouais. Ah oui. Alors, comment ça se cuisine le poicaré? Dites-moi, on en fait quoi? Ben, il faut déjà penser à le mettre à tremper la veille. D'accord. Comme la Mogette. Voilà, toute la nuit. Ensuite, on peut l'égoutter le lendemain et on le met à mijoter avec un fond d'eau. On recouvre d'eau et on met, alors l'hiver, on va être avec des carottes, des poireaux, oignons, thym, laurier. Et l'été, on va mélanger avec des courgettes, poivrons, tomates, ail, thym, voilà, plus provençal. Voilà. Bon, on va dire que c'est une base, comme le couscous. Voilà. Ou comme. Oui. Ensemble et en tout cas, si on est nombreux à table, c'est très pratique. On rajoute quelques légumes et tout le monde mange. Oui, comme le couscous. C'est ça. Et c'est un plat qui adore être réchauffé. Plus il est réchauffé, meilleur il est. D'accord, ça me va ça. Et la bladette de Puylaurens, j'ai cru comprendre que vous en étiez aussi, Michel et Annie, le conservateur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, la bladette? La bladette de Puylaurens, il faut savoir qu'il y a des stocks de céréales qui sont gardés au niveau de l'INRA et que par le réseau Semences Paysannes, on a accès à ces céréales. Et donc l'INRA nous en relâche régulièrement. Ouais. Et en fait, un des membres du réseau Semences Paysannes avait récupéré quelques grains de bladette et on avait multiplié. Et lors d'une rencontre, il savait qu'on était de Puylaurens. Il nous a filé 25 kilos de bladette en disant ça serait sympa quand même que cette bladette de Puylaurens retourne à Puylaurens. Alors, bladette, pourquoi bladette? Parce que bla, c'est le blé, et bladette, c'est le petit blé de Puylaurens. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé avec ce petit blé. Je pense que c'est dans les années 2000, par là à peu près, qu'on a commencé à faire de la bladette. Et en fait, juste comme ça, pour la petite histoire, en fait, au début, on l'a travaillé comme on travaillait nos blés à nous, c'est-à-dire on l'a semé dans les mêmes densités, etc. Et arrivé au printemps, on s'est dit on sème beaucoup trop serré ce blé. Ça va être une catastrophe. Et ça n'a pas été une catastrophe, mais il y en avait tellement que ça avait versé, etc. Donc au début, on le semait à 140, 160, voire 180 kg hectare, et à la fin, on le semait même pas à 100 kg hectare. En fait, il fallait retrouver son mode d'emploi, quoi. D'accord. Du coup, on l'a diffusé à droite, à gauche, et ce qui fait que maintenant, la bladette de Puylaurens, il s'est trouvé que c'est un blé qui va très bien faire du pain. Et la bladette de Puylaurens, il n'y en a pas qu'à Puylaurens, il y en a un peu partout maintenant. Il y a un bel épi. Ça a un peu tendance à l'inverse que ça fait des pailles hautes quand même. D'accord. Plus hautes. Voilà. Bon, et tout ce système, ces rotations longues, ces variétés rustiques adaptées au territoire, donc dépendaient d'une façon ou d'une autre de votre troupeau. C'était des aubracs, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Le système vertueux, manifestement, il vous a fait vivre pendant longtemps. Est-ce qu'il est reproductible? Nos amis agriculteurs qui nous regarderaient, qui voudraient se dire, bah oui, ce système n'est pas stupide. À quelles conditions peut-on le reproduire? À mon avis, en bio, c'est ce type de système, ça soit avec du moment qu'il y a des bêtes sur une exploitation, ça pose aucun problème. En général, toutes les fermes qu'on va voir en bio, en général, quand il y a des bêtes dessus, les problèmes d'enherbement, ils sont quand même très limités. C'est les systèmes qui sont purement en copie du semi-classique, qui sont compliqués à gérer, quoi. Parce que là, la maîtrise du salissement, elle est difficile, quoi. Il faut bien maîtriser les rotations ou avoir un travail du sol super bon ou des possibilités de binage. Mais dans les argilo-calcaires qu'on avait à Puylaurens, c'était pas toujours évident. Des années, on n'arrivait pas à biner.
Vous dites Parce biner, que- vous ne labouriez pas? Si, on labourait, non, quoi. D'accord. Alors, on va venir sur les sols, mais je retiens de votre système, c'est élevage, rotation Ouais, longue, variété rustique et valorisation à la ferme le plus possible. ouais. Voilà, oui, oui. Mais on labourait que dans certaines conditions, mais par exemple, derrière les lentilles, tout ça, on essayait, comme on avait des structures de terre excellentes derrière, on essayait juste de travailler avec des outils à dents et c'est tout. Et à la fin, même les luzernes, je les labourais même pas, je les cassais comme ça, D'accord. avec des outils à dents. Alors, vous qui aviez été monsieur et madame Jourdain en matière de bio quand vous étiez dans les monts du Forez, vous avez été des conservateurs des sols sans le savoir, en conservation des sols. Quelle était votre vision du sol? Enfin, est-ce que votre façon d'appréhender le sol a évolué avec vos pratiques? Est-ce que déjà, quand vous êtes installé avec vos biquettes, vous vous intéressiez au sol? Oui, bien sûr. Ah bah oui, mais c'est pas si évident que ça, hein. D'abord, première chose, on était très très limité au niveau surface, donc on avait intérêt à bien s'en occuper pour avoir de l'herbe, parce qu'en fait on faisait que du foin. Et à ce moment-là, on valorisait les sols uniquement avec notre fumier, notre compost, c'est tout ce qu'on faisait. Hein. Et on passait un coup d'esprit, on n'utilisait aucun produit, pas d'engrais, rien. D'accord. Mais quelle connaissance, Michel Yanni, vous aviez des sols à l'époque? Pas pratiquement rien, aucune, parce Pratiquement rien. qu'on ne travaillait pas les sols, on faisait que de la fauche. D'accord. C'était cool, hein. Mais vous saviez instinctivement ou philosophiquement que les sols, fallait y toucher le moins possible, c'est ça? Qu'il fallait les enrichir le plus possible à l'inverse? Ouais, de toute façon, vu les pentes et tout, c'était très compliqué quand même. Hein. D'accord. Le travail du sol aurait été très compliqué. Puis pourquoi faire? Pour supprimer une flore naturelle qui est excellente. Donc, il s'agit de bien la revaloriser. Et puis voilà. Hein. Non, à la montagne là-haut, quand on était sur les plateaux, on a on a remis en état les sols parce qu'on les a nourris comme il faut, c'est tout. Hein. D'accord. Et alors, quand vous avez rencontré Jacques et Céline Thomas, Rhizobium, le réseau Sign, le réseau Sol, vous vous êtes dit, ben ouais, finalement, on faisait des sols sans le savoir, on a tout fait bien comme il faut. Ben oui, alors là, après, c'était une approche, on avait des intervenants qui étaient performants. Je me souviens notamment à propos des nombris, on avait bien rigolé, on a appris plein de choses à ce niveau-là, et puis on se rencontrait régulièrement par rapport à tout ça. Mais à ce moment-là, bien sûr, on était beaucoup plus sensible au problème du sol que dans les monts de Forez où le sol, on marchait dessus, mais on ne travaillait pas, quoi. Non, on s'est adapté en changement de région, on s'est adapté et on a changé de sol. Et c'est qui vous a fait rire là à propos des lombrics sur le terrain? C'était qui? Je me souviens plus. Je me souviens plus, mais un des intervenants avec Jacques, oui, il doit s'en souvenir. Oui, Voilà. a priori, on me dit dans mon oreillette que c'était Marcel Boucher. C'est possible. Dans tous les cas, ça s'était fait chez moi. Je me souviens très bien. Voilà. D'accord. Marcel Boucher, le grand prêtre des sols en France, si ce n'est dans le monde. Un sacré bonhomme qui lui aussi n'a plus été écouté pendant un certain temps et on l'a redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, ce que nous a rappelé également Madame Pessy le mois dernier. Donc votre connaissance des sols voilà, s'est améliorée. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, vous avez été monsieur et Madame Jourdain tout le temps. Voilà. À part que nous n'avons jamais été des malades imaginaires, mais bien des paysans bien réalistes. Et vous êtes bien portant parce que vous avez tout fait tout bien en bio sur les sols avec vos vaches. Ça vous a guidé, ça mine de rien, parce que je reviens à ce que disait Céline Pessy le mois dernier. Les sols, le bio sont revenus dans l'actualité scientifique et paysanne à mesure que l'on se rendait compte que voilà, il y avait des maladies, que on se rendait compte que si on travaillait mal les sols, les vaches, les plantes, que peut-être qu'on pouvait se rendre malade. C'était quelque chose, vous, l'aspect santé qui anime beaucoup de gens qui achètent du bio aujourd'hui. L'aspect santé a compté, vous, dans votre carrière, si je peux parler de carrière? Santé des sols, votre santé à vous, santé des consommateurs? Notre choix de vie, déjà, il était dans ce sens. Hein. D'accord. On est jamais parti aussi dans des grandes échelles agricoles parce qu'on voulait rester le plus près possible de nos capacités et de penser à travailler sur la ferme et un tout cohérent. Voilà. C'est ça, autonomie, cohérence. C'est deux mots que je retiens de ce que vous dites sur le bio.
Avec votre recul, vous êtes à la retraite maintenant. Voilà, on est à la retraite et on a à nouveau changé de région. On est en Provence. Vous êtes dans la Drôme, hein, c'est ça? Voilà. Bon, il va peut-être faire un peu chaud, hein, année après année dans la Drôme. Remarquez, à Puylaurens, il fait chaud aussi. Bon. Oui, 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 les bons coups de chaud aussi. On a à nouveau changé de sol et d'air beaucoup plus sec. Voilà. Maintenant, le seul outil de travail, c'est la grelinette, c'est tout ici. D'accord. Oui, donc vous travaillez vraiment pas le sol, quoi. Vous n'avez pas de bêche, hein. La grelinette, c'est pas rien. Quel regard vous portez sur le bio aujourd'hui, sur cette opposition entre bioconventionnel, conservation des sols? Quel regard vous portez sur voilà, enfin, déjà sur le bio. Allez-y. Quel regard vous portez sur le bio aujourd'hui par rapport à comment vous l'avez pratiqué, ce bio? L'important, c'est les saveurs, et la qualité de ce qu'on avait envie de transformer et de garder, d'authenticité. Si on a un choix de vie qu'on a décidé d'être dans le monde agricole, c'est aussi pour être de A à Z avec tous ces choix qui sont vrais et qui sont les saveurs après toute la transformation et tous nos choix de recettes, ça allait dans ce sens, quoi, hein, voilà. Michel, le bio aujourd'hui, le bio, le label, Bio, le cahier des charges, ça vous satisfait? Vous savez, le nivellement par le bas, c'est. Ah, bah voilà, c'était la réponse à la question que j'allais poser. Le nivellement par le bas, carrément, pourquoi? Carrément, ouais. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que tout le monde soit bio, comme ça Ouais. on aura rassuré, on aura passé en vert toute l'agriculture. Bah, c'est pas si mal déjà, non? Ou non? Oui. Oui, oui, bien sûr, ouais, non, mais c'est sûr, oui, bien sûr. Mais ça va pas assez loin, ça va pas aussi loin que là où vous êtes allé. Comme on fait des centrales nucléaires qui ne sont pas carbonées, mais bon, on ne se pose pas la question de la radioactivité, on ne se pose pas la question des déchets pour des millions d'années. Ben, c'est pareil, là on fait de la bio bas de gamme, on ne se pose pas trop de questions et du moment que le gars il utilise que des produits bio, on ne se pose pas la question s'il crame du carburant à tire-larigot, s'il a des machines pas possibles. On ne se pose pas trop de questions, quoi. Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au bio aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne devrait pas faire? Ben, qu'on est en train de simplifier la bio juste sur les intrants, en limitant, et encore, on va en autoriser de plus en plus. Voilà, on est en train de tout adapter pour que la bio, elle devienne à l'échelon industriel. Voilà, qu'on donne des bonnes valeurs, qu'on fasse des coulées bio avec des 100 mètres carrés point à la ligne. Mais bon, en fait, on fera un peu mieux que le label rouge, mais pas beaucoup mieux, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et puis, bon, pour l'instant, on a évité les OGM dans le bio, mais on ne sait pas si à l'avenir, si on ne produit pas assez localement, comment on va faire pour alimenter, etc. Non, non, là, on est en train on le voit, de toute façon, le cahier des charges, et même quand les organismes certificateurs viennent contrôler, on est sur du travail de contrôle informatique, mais pas du travail de terrain. Dans le cahier des charges, pour être clair, Michel et Annie, dans le cahier des charges, rien n'oblige un agriculteur à avoir des vaches pas très loin des vaches ou des chevaux pour lui fournir du fumier. Non, rien n'oblige. Non, non, vous pouvez très bien cultiver vos céréales comme ça, il n'y a pas d'obligation. Hein, en fait, la seule obligation, c'est de se fournir en engrais organiques, voilà, mais qui peuvent venir de 500 km, c'est ça? Qui peuvent venir de l'autre bout de la planète sans problème, c'est pas un problème. Voilà. D'accord. C'est pas un souci. D'accord. Et sur les sols, est-ce que effectivement, vous avez très peu travaillé vos sols, mais rien n'oblige non plus dans le cahier des charges à faire ce que vous avez fait, vous? Oui. Non, c'est des choix personnels. Après, si on n'a pas envie de rentrer dans ça, on dit non et on travaille autrement. D'accord. Si je vous entends bien, si demain vous étiez à la tête de l'État, vous imposeriez
vous imposeriez un cahier des charges qui va beaucoup plus loin, qui intégrerait quoi? L'obligation d'avoir un troupeau à proximité, l'interdiction de labourer, d'avoir des rotations très longues. Ce serait quoi le Non, bio façon relais? mais surtout chercher l'autonomie sur la ferme, l'autonomie en limitant le nombre d'intrants qui rentrent, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ça, ce serait Après, fondamental. il y a des mecs qui ont des fermes sans animaux et qui maîtrisent sur certaines terres, qui arrivent à maîtriser quand même pas mal leur rotation. Hein. Il y en a qui sont bons hein, quand même. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Hein. D'accord. Après, chaque région se comprend, Voilà. chacun s'adapte. D'accord. D'accord. Bon, bref, il faut avoir un nouveau. Enfin, peut-être qu'il existe. Est-ce qu'il existe un label, une certification qui vous convient mieux qu'une autre? Mais nous on a toujours été sous le cahier des charges Nature et Progrès. D'accord. Il y a un cahier des charges privé. Qui est une charge privée et qui est bien au-dessus du cahier des charges conventionnel. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, le cahier des charges agriculture biologique, qui a été fait en 91 par le ministère de l'Agriculture, il s'est inspiré du cahier des charges Nature et Progrès. Mais après, il n'y a pas que Nature et Progrès, il y a des métairs, il y a d'autres certifications qui sont plus pointues, voilà. Mais alors, pour vous rassurer, si tant est que cela soit possible, Yves Colombet vous dit le bio espagnol ou argentin est au bio ce que la musique militaire est à la musique. ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas où se place le bio français. Et puis, je pense qu'il y a les valeurs sociales aussi, par exemple, faire C'est-à-dire tout plastique là-bas en Andalousie avec des travailleurs sans papier, mal payés, etc. Bon, et puis des tomates toute l'année. Voilà, ça c'est un truc. il n'y a pas beaucoup de sens. On va pas le trouver en bio. Des trucs qui arrivent de l'autre bout de la planète, ça ne devrait pas arriver, quoi. Ça c'est un truc, c'est une aberration là. Au niveau. J'ai une autre question. Les animaux, c'était juste contre, enfin oui, ou pour, non contre le salissement, comme vous disiez, ou c'était un choix pour au départ avoir la matière organique, ou c'était les deux? Enfin, la réponse est peut-être dans ma question, en fait. Ouais, mais en fait, on a toujours des animaux, quoi. Oui, Ouais, en fait, on aime ça, quoi. Voilà. C'est sympa d'avoir le côté. Oui, vous aviez un biais, donc vous aimiez les animaux, donc vous forcément vous alliez devenir polyculteur élevage, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui se mettent au bio, mine de rien. Au début, quand on est devenu paysan, puisqu'on finalement, nous, on est devenu paysan, et on était parti avec un idéal de vie, voilà, peace and love, quoi. Et finalement, on a découvert les chèvres, voilà, etc. Puis après les chèvres, on a découvert les vaches, etc. Et tout ça, c'est un ensemble, quoi. Finalement, et vous avez découvert les moulins dont vous êtes un des gardiens aussi. Vous êtes rabilleur de meules de pierre. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait, les moulins, en fait, pour avoir construit des moulins avec des gens qui étaient au-dessus de Castres, qui s'appelaient les frères Astrier, donc pour avoir construit des moulins Astrier, Astrier, hein, A-S-T-R-I-E-R, c'est ça? Non. Astrier, c'est le nom de famille. A-S-T-R-I-E. Ah, d'accord, T-R-I-E, ok. Et pas Astrier. Pas voilà, d'accord. Et donc, voilà, en fait, comme j'ai travaillé un peu avec eux, j'ai appris ces pierres, quand elles travaillent au bout d'un moment, elles s'usent, il faut les retailler, donc ce qu'on appelle rhabiller. Voilà, j'ai appris avec eux à rhabiller des pierres. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire, les constructeurs de moulins. Et du coup, ça m'arrive d'aller rhabiller pour dépanner des gens. Voilà. Mais comment vous rhabillez une meule, hein? C'est la disqueuse, c'est quoi, un rabot? Vous faites comment? Non, pas du granit. C'est des meules en granit, du Sidob, donc qui vient de au-dessus de Castres. Ah, d'accord. En fait, on fait pas que on retaille les segments qu'il y a dessus. On redonne de l'abrasif à ces pierres, si vous voulez, qui sont usées, comme on réaffûte un couteau, quoi, un peu. Mais surtout, on redonne de la planéité à ces pierres. C'est-à-dire qu'en fait, on les rectifie. Et en fait, on leur fait avaler du blé avec un abrasif de façon à les poncer pour leur redonner une planéité. Et à partir de ce moment-là, après, on retaille et voilà, on a rhabillé. Je vais vous poser une question stupide. Quand on fait
quand on valorise comme vous en bio, on ne peut qu'utiliser des meules comme ça, on ne peut pas utiliser des meules entre guillemets industrielles. C'est-à-dire que quand on fait de la farine en bio, en fait aujourd'hui la farine elle se fait pas avec des meules, elle se fait toujours avec des meules de pierre, mais essentiellement avec des meules sur cylindre. Quand vous faites de la farine sur des meules de pierre, l'avantage c'est que vous écrasez le grain en une seule fois et vous récupérez le germe et l'assise protéique du grain qui va vous permettre de récupérer une farine vivante dans laquelle vous allez mettre un peu d'eau et vous allez attendre 24 heures et vous allez avoir un levain. Si vous faites ça avec une farine standard bas de gamme en supermarché, vous mettez un peu d'eau, vous allez avoir un levain, mais celui de la farine de meule, ça va être autre chose que celui de... Donc en fait, tous les gens aujourd'hui qui font du pain en bio, en général, ils veulent de la farine sur meule de pierre, et en l'occurrence, le procédé de mouture des fameux moulins à plier, qui permettent d'avoir un déroulement, une qualité, une stabilité de farine, qui fait que vous obtenez vraiment une farine de très bonne qualité. Et nourrissante. Et nourrissante. J'ai bien compris. Du coup, vous êtes recyclé en quoi, Michel Hanny? Vous êtes coach en meule de pierre, coach en meunerie? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Il y a une association qui s'appelle l'Association Moulin à Plier, dont je suis l'un des coprésidents. Ah. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On porte la bonne parole, c'est tout. Voilà. Et les gens qui ont besoin d'entendre la bonne parole, ils sont prêts à l'entendre. Pour des soucis, on les aide dans ce sens-là. Des jeunes qui démarrent. Des jeunes qui démarrent. Voilà. Après, il y a des moulins qui se transmettent. Et souvent, quand ça se transmet, les gens ne savent plus trop l'histoire de ces frères astriers qui ont construit ça, etc. Et donc, du coup, on rentre dans l'histoire et on explique et on apporte des conseils. Et voilà, pour que les gens puissent utiliser au mieux ces machines. D'accord. Oui, je me doutais bien que vous n'aviez pas une retraite à rester devant la télé. Vous avez votre petit potager, hein, j'ai entendu parler de grelinette. Vous êtes vous-même autonome, tiens, en cette période où l'alimentation voit son prix augmenter, vous êtes autonome, vous produisez vous-même? Le plus possible. Ouais. On fait du pain, on continue. Oui, Annie fait le pain au détriment des gâteaux. Du coup, j'ai beaucoup moins de gâteaux qu'avant. Ouais, mais c'est mieux pour votre ligne, elle doit vous dire. Oui, je fais les pains au levain et puis et la pâtisserie, toujours quand même, même au niveau du village, dès qu'il y a un événement et des petites choses. Et c'est un plaisir d'arriver avec des petits macarons orties amandes, des trucs voilà, qui surprennent et qui continuent de faire passer des petites recettes originales. Vous n'avez plus d'animaux, même pas une petite biquette? On a 2 chats. On a 2 chats. Ah, merde, mais ça sert à rien, un chat. Ah, si, on en a un qui est très vaillant, qui s'appelle Poutine, d'ailleurs. Donc, après des années de contraintes, et on avait envie un peu, nous aussi, de liberté. D'accord. Étant maintenant grands-parents, on va voir régulièrement les petits-enfants. C'est pour ça que vous êtes allé là où vous êtes aujourd'hui, dans la Drôme? Dans le choix de la Drôme, c'était... C'est le choix au départ. Ouais. On aurait voulu. Dans les années 70, quand on cherchait, quand on avait cherché. On voulait s'installer en la Drôme. Voilà. Mais c'était hors de prix. Bah, c'est toujours cher, non? C'est toujours cher. Mais pour le budget qu'on avait à cette époque-là, c'était vraiment... Donc, vous avez bouclé la boucle. Vous vouliez vous installer dans la Drôme, vous y êtes. Mais ce n'est pas la fin quand même pour vous. Ouais, on a fait 2 étapes, mais on y est arrivé. Et on ne regrette pas. Non, et puis c'est très bien régulièrement d'avoir changé de région. Finalement, c'est un parcours intéressant avec on continue, on garde les amis un peu partout. De nouvelles rencontres. On échange, et puis là, à une période de la retraite, on reconstruit, on redécouvre. Il y a toujours des gens très sympas partout. Oui, puis en plus, la Drôme, c'est une terre intéressante pour vous. Il y a beaucoup de production bio, non? Michel Hanny, merci beaucoup pour nous avoir raconté votre parcours. Oui, quand je vous disais, mesdames, messieurs qui nous regardaient, qu'ils étaient précurseurs, oui, vous l'avez été. Vous avez fait du monsieur et madame Jourdain en permanence depuis le début. Et voilà, vous aimeriez que le bio soit un peu plus conforme
à ce que vous avez fait et à ce qu'on l'imaginait dans les années 70, les gens effectivement de Nature et Progrès de Déméter. Voilà, le biocanal historique, on va dire. Ça, tout à fait. Vos tartelettes sont très bonnes, Annie, évidemment. Merci. Ah non, merci, j'en sais rien, je vous pose la question. Michel, non, vous n'en mangez même plus de tartelettes, vous, c'est fini. Beaucoup moins. On a fait de marché traditionnel et les gens s'en restaient. Et c'était pas forcément bio, pas bio, c'était le goût des choses et de les revoir la semaine d'après, heureux de manger au moins une tarte qui sent les amandes. Bon, en tout cas, ça donne envie. En tout cas, mesdames, messieurs aussi, hein, ne vous méprenez pas sur le titre, hein, des biquettes aux tartelettes. Vous ne faites pas de tartelettes aux biquettes, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Merci encore d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. La prochaine fois, on va se retrouver pour un C'est dans le sol très spécial. Déjà, ce ne sera pas au mois de novembre, ce sera début décembre, ce sera le 2 décembre avec carrément 3 webinaires que je vais vous animer depuis Toulouse. Ce sera la journée mondiale des sols. En fait, il y a 6 jours de débats, de rencontres sur les sols. Avec plusieurs temps forts, dont un forum agriculteurs-chercheurs et la fresque des sols qui sera jouée, entre guillemets, en avant-première avec 150 joueurs. Et donc, le 2 décembre, 3 tables rondes, 3 C'est dans le sol pour le prix d'un. Inscrivez-vous sans tarder. Les inscriptions en présentiel ou en ligne sont ouvertes. Elles sont en nombre limité. Le lien doit apparaître sur le chat, me semble-t-il. Voilà, pour moi c'est terminé. Traditionnellement, je dois vous informer de ce que je vais manger, enfin en tout cas de ce que je vais manger, de ce que mes ados qui sont des estomacs sur pattes, comme vous le savez, si vous en avez, n'ayez jamais un ado à la maison, et là j'en ai 4 en ce moment, de ce qu'ils m'ont laissé. A priori, ils ont dû me laisser du rôti de porc cuit très longtemps à la chouffe, qui est une bière à triple fermentation de chez moi que m'a apporté un vieux copain de fac. Donc voilà, ça a cuit avec des patates douces, des carottes et du chou-fleur. Rajoute au dernier moment, sinon ça fait de la purée le chou-fleur. Merci encore. Vous pouvez reprendre une vie normale. 24e, 25e, 26e numéro, donc le mois prochain depuis la bonne ville de Toulouse, le 2 décembre. Merci encore, Michel et Annie. J'ai hâte de goûter non pas vos biquettes, mais vos tartelettes. À bientôt.